Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, leur boussole stratégique. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Éric Simonet, responsable des relations investisseurs chez Triodos, fonds d'investissement à impact, qui a lancé il y a un an un nouveau fonds visant à améliorer la prospérité des enfants dans le monde. Notre débat portera sur les conséquences de la sécheresse hivernale qui rend encore plus d'actualité les enjeux de gestion de l'eau. On va découvrir les solutions développées par Unabiz et par une enseignante chercheuse de l'université de Toulouse. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Mater Up et son ciment d'argile. Finance, gestion de l'eau, bâtiment, 3 univers, 30 minutes pour les découvrir. C'est parti. Bonjour Éric Simonet. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes donc responsable des relations d'investisseurs chez Triodos, entreprise pionnière de l'investissement à impact fondée en 1990. Avec quelle ambition? C'est quoi les grands principes de Triodos? Alors les grands principes de Triodos, c'est 3 chemins en grec. Donc c'est de mettre vraiment au centre de l'investissement les personnes, la planète et le profit. Et c'est vraiment l'idée principale qui drive Triodos, c'est d'orienter l'épargne et les capitaux vers des investissements responsables, des investissements qui vont aider la transition vers une économie plus juste, plus solidaire, plus responsable de l'environnement et des personnes. C'était le cas dès l'origine, dès l'origine, 1990, ce qui était rare à l'époque. Même avant, puisque là, c'est la société de gestion de la banque Triodos qui, elle, remonte à 1980 et dont le principe était de financer le changement tout en changeant la finance. Donc c'est vraiment les bases du développement de Triodos, c'est d'être vraiment un investisseur à impact. Ils ont, par exemple, développé cofinancé les premiers champs éoliens aux Pays-Bas au début des années 80. Voilà, quand c'était pas du tout d'actualité ou à la mode. Alors les grands thèmes, si on va parler de ce que vous avez lancé il y a un an avec l'UNICEF, qui concerne donc évidemment les enfants, mais les grands thèmes, les principaux secteurs d'investissement à impact de Triodos, c'est quoi? Alors, on a identifié 7 grands thèmes de transition. On a l'alimentation et l'agriculture durable. On a tout ce qui est lié aux ressources renouvelables, dans lequel tombent les énergies. On a tout ce qui est lié à la circularité de l'économie, la mobilité et l'infrastructure, la santé et le bien-être, l'inclusion sociale et financière qui est très importante également chez Triodos. Donc, toutes les sociétés dans lesquelles on est amené à investir doivent pouvoir être attachées à un de ces thèmes. C'est-à-dire que la société doit produire un service ou un produit qui favorise cette transition tout en, et ça c'est très important également chez Triodos, en mettant des garde-fous. C'est-à-dire qu'on a une thématique, on a une politique d'exclusion qui est extrêmement large. Donc on n'investit pas dans les énergies fossiles, on n'investit pas dans le nucléaire, dans tout ce qui est lié aux OGM. Donc c'est vraiment de se focaliser sur les entreprises les plus vertueuses. Donc c'est nos thèmes d'investissement. Voilà. Et ça vous permet d'afficher un fonds 100% SFDR 9. Alors je vous avoue que je ne savais pas ce que c'était avant de démarrer l'interview, donc j'ai révisé. On est dans la taxonomie européenne, c'est ça? On est dans la taxonomie européenne, donc tous les fonds chez Triodos sont SFDR 9. Aujourd'hui, SFDR 9, c'est 3,3% du marché. Ça a été mis en place début 2022. L'année 2022 était une année de consolidation, puis maintenant, voilà, il faut prouver ce qu'on avance. Donc notre but, effectivement, c'est d'être vraiment des gérants impact et non pas simplement des gérants ESG qui va être dans la SFDR 8. D'accord. Ça pourrait être le sujet d'une autre discussion. On est dans l'ambition. On est dans l'ambition la maximale, exactement. D'accord. Donc vous avez lancé il y a un an, je le disais en titre, un nouveau fonds thématique qui concerne les enfants. C'est quoi l'objectif et la genèse peut-être de ce fonds? Alors, on a eu des discussions avec UNICEF pour trouver un moyen finalement d'investir sur une thématique qui est importante pour eux, qui est l'enfance, tout en aussi redonnant une partie des frais de gestion, donc des revenus de Triodos, à des projets soutenus par l'UNICEF. Donc, l'idée, c'est d'investir pas uniquement dans la thématique de l'éducation, mais dans la thématique de l'enfance plus généralement. Donc effectivement, on va investir dans des sociétés liées à l'éducation, mais aussi liées à la protection, donc, par exemple tout ce qui va être lié à la prévention du cyberharcèlement ou des risques cyber, tout ce qui va être lié à une meilleure nutrition et une meilleure santé des enfants. Donc on a divers
thèmes qui touchent aux enfants pour avoir un impact maximum sur cette catégorie de la population. Donc il y a la partie investissement et puis il y a une partie, vous l'avez évoqué, il y a un des dons qui sont faits à l'UNICEF, c'est ça, dans ce cadre-là? Alors effectivement, chaque année, sur l'encours des fonds gérés, donc c'est combien on gère dans le fonds, Triodos reverse 0,1% des frais de gestion à l'UNICEF dans le cadre notamment de leur projet qui s'appelle Building Brick for the Future, qui est un projet extrêmement intéressant. Donc par exemple, dans des pays en Afrique, par exemple, où on va subventionner, on va venir intervenir sur ces projets, ils vont récolter tout ce qui est déchets plastiques localement. Ça va être retraité en briques. Donc là, on a déjà un premier impact qui est de nettoyer, de recycler en briques plastiques. Et ces briques vont venir servir à bâtir des écoles. Donc on estime qu'il faut à peu près 200 000 euros pour créer une école. Et donc, plus le fonds sera amené à grandir, plus on sera amené à reverser de l'argent à l'UNICEF. Et donc, de manière un peu cumulative, de développer un certain nombre de projets de développement d'écoles en Afrique. Ouais. Alors, je voudrais qu'on revienne au thème, on va dire, classique ou plus ancien d'investissement de Triodos. Tiens, par exemple, peut-être en s'appuyant sur des exemples d'entreprises ou de secteurs que vous accompagnez, si on prend la transition énergétique, donc c'est quoi? C'est la promotion des énergies renouvelables? C'est aussi simple que ça? Alors, c'est la promotion, effectivement, des énergies renouvelables. Donc, on intervient soit sur le financement. Alors, on fait du côté et du non-côté. Alors, si on prend la partie non-côté, donc dette privée ou private equity, on va intervenir sur des projets éoliens, photovoltaïques, hydro, que ce soit en Europe notamment ou dans les pays émergents. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, il y a Gigafactory, qui est une des plus grosses batteries de stockage d'énergie renouvelable, dans lequel Triodos participe. Et puis sur la partie non-cotée, par exemple, on peut citer une société norvégienne qui s'appelle Frère Battery, qui produit des batteries qui sont plus denses, donc qui retiennent plus d'énergie, qui sont produites avec des matériaux sourcés en Europe. Donc on évite d'aller chercher des matériaux dans des zones de conflit. Et voilà, c'est une société européenne qui participe de la transition énergétique par le stockage. Alors on va pas citer tous les exemples évidemment, mais si on parle d'inclusion financière et de microfinance, tiens, ça par exemple, quel type d'action vous menez? Alors, la microfinance chez Triodos, ça remonte au début des années 90. L'idée, c'est pas non seulement la microfinance dans le sens du micro-prêt, c'est vraiment l'inclusion sociale et financière. Il y a 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas accès à des services bancaires de base, de pouvoir emprunter de l'argent, d'avoir un compte en banque. Donc Triodos accompagne des organismes de microfinance dans les pays émergents en leur prêtant des lignes de crédit ou en prenant du capital. Et cet argent va être utilisé par ces IMF, donc Institut de microfinance, pour financer des projets en local. Donc c'est permettre à des femmes, c'est-à-dire plus de 70% des femmes, de démarrer des entreprises. Ça permet à des gens d'avoir accès à du crédit pour financer des études ou améliorer son logement. Donc c'est toute une variété de services qui sont amenés par la microfinance. Et donc c'est un des grands sujets de chez Triodos. Comment vous évaluez l'impact, donc l'extra-financier, on est là-dessus, d'une entreprise avant d'y investir? On sait qu'il y a des labels, il y a des certifications. Quel prisme vous choisissez en fait? Alors chez Triodos, on a déterminé un certain nombre de critères d'impact attendus, parce que c'est bien beau de dire je fais de l'impact. À un moment, il faut quand même le prouver. Faut quand même le prouver. Et voilà, on va analyser. Donc on a déjà des équipes en interne qui font cette analyse, et puis on s'appuie aussi sur des prestataires externes. Mais l'idée, c'est de dire si je prends une société qui fait des batteries, ou si je prends une société qui est dans l'agroalimentaire, je peux pas avoir les mêmes impacts attendus. Donc déjà, c'est de déterminer les impacts attendus pour pouvoir mieux les quantifier. C'est aussi, et il est illusoire de penser qu'une société n'a aucun impact négatif. Donc une fois qu'on a mis les exclusions de côté, donc on a enlevé tout ce qui était le plus nuisible pour les personnes ou l'environnement, c'est de dire voilà, cette société, j'attends tel impact, elle a tel impact négatif. Donc au final, je regarde où se situe la balance. Est-ce qu'elle a un impact positif net
ou non. Et ensuite, avec des critères et des KPI, excusez-moi pour l'anglicisme, d'impact, on va pouvoir venir identifier sur la microfinance combien de prêts, combien de sociétés ont été financées, combien de projets agricoles ont été financés, et puis sur des sociétés de batterie, combien de tonnes de CO2 on a évité, combien de matériaux et comment est-ce qu'ils ont été sourcés. Tous ces impacts sont importants. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, paradoxalement, parce que vous étiez les seuls au départ et maintenant tout le monde veut en faire? Alors, c'est pas plus compliqué. Ouais. C'est-à-dire que je pense que pour nous, c'est pas plus compliqué. Je pense que c'est pour l'investisseur où c'est plus compliqué parce que on a une grande vague de greenwashing qui a été assez importante. Et c'est pour ça que vous mentionnez, Thomas, la SFDR. Je pense que c'est extrêmement important de bien comprendre les enjeux de la SFDR et de voir qu'est-ce qui est de l'ESG, c'est-à-dire de prendre en compte des critères de risque extra-financiers. Mais l'ESG, finalement, ne suffit pas à garantir un impact positif. Et qu'est-ce qui est vraiment dans la recherche d'un véritable impact positif. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que la charge de la preuve, finalement, ne repose que sur les épaules des sociétés de gestion qui veulent avoir un impact positif. Si vous êtes une société avec un fonds SFDR6, donc c'est ceux qui ne font même pas d'ESG, vous n'avez pas besoin de prouver quel est votre impact négatif. Donc c'est là où c'est compliqué. Je pense qu'une des évolutions qui serait souhaitable, c'est qu'il ça devienne obligatoire finalement de prouver quel est mon impact positif, mais aussi de dire à l'investisseur quel est mon impact négatif. Merci beaucoup Éric Simonet et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur la gestion de l'eau. Le mois de février est malheureusement historique, c'est la sécheresse en plein hiver, la France en état d'alerte. On en parle dans ce débat avec Patrick Cazon, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur général France d'Unabise et puis avec nous en duplex, Magali Gérino, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes enseignante chercheuse à l'université en écologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse. On va découvrir les solutions que vous proposez pour économiser, pour gérer cette ressource qui se raréfie. Alors qu'en France, on s'est souvent, peut-être à juste titre d'ailleurs, cru ou vu béni des dieux, et puis la situation est en train de changer. Unabise, pour commencer, votre métier, ce sont les objets connectés, on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça, on peut résumer ça comme ça. Donc effectivement, Unabise est un groupe mondial qui est fournisseur de solutions sur le marché de l'Internet des objets, c'est-à-dire qui conçoit des solutions, qui conçoit des objets, qui fabrique des objets et qui utilise aussi de la connectivité dite bas débit, 0G, pour accompagner les entreprises et les organisations dans une croissance durable. La question de l'eau, on va vraiment parler essentiellement de ça dans ce débat, sont les solutions liées à l'eau, vous en proposez depuis longtemps ou c'est finalement un nouveau business ? Oui, heureusement, les entreprises et les collectivités locales, notamment en France, utilisent. On ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Et donc, commencer à mesurer à travers des compteurs d'eau pour remonter des informations, ça existe depuis plusieurs années, donc on sent une accélération. Et effectivement, on reparlera de ce qu'on a mis en place et des économies d'eau qu'on peut générer grâce à ce type de technologie ou de solution d'Internet des objets. Oui, parce que je voulais évidemment donner aussi la parole tout de suite à Magali Gérino pour que vous nous présentiez cette alternative que vous êtes en train de tester, de mettre en place en matière de recyclage de l'eau. De quoi s'agit-il ? Oui, bonjour, merci de cette invitation. Effectivement, nous, on a l'idée de promouvoir le recyclage de l'eau avec des procédés de traitement des eaux usées domestiques bas coût, parce que effectivement, aujourd'hui, ce recyclage et la mise à disposition de cette nouvelle ressource en eau, eh bien, elle est rentable à partir du moment où le procédé de traitement n'est pas trop coûteux en énergie, en maintenance, etc. Et on a une plateforme de filtre à titre de démonstrateur pour apporter la preuve du concept sur ces procédés de traitement verts.
qui mettent en œuvre la biodiversité, en fait, la biodiversité pour nous aider à épurer les eaux qui arrivent. Alors donc on a vu une image rapidement de ces filtres. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les décrire et puis peut-être commencer à nous dire, parce que ce qui est surprenant, étonnant, c'est le rôle joué par les vers de terre dans ce procédé. Oui, alors ces filtres sont des procédés qui sont utilisés depuis longtemps, en fait. On sait que les sols drainent les eaux et les épurent déjà grâce aux micro-organismes qui sont à l'intérieur. À Toulouse, on avait la prairie des filtres qui permettait d'alimenter la ville en eau épurée de la Garonne. Aujourd'hui, les filtres sont plantés pour améliorer encore le procédé, permettre l'infiltration plus facile de l'eau dans ces sols. L'idée là, aujourd'hui, l'innovation dans ces procédés, c'est de venir y rajouter des vers de terre qui vont faire comme un réseau de galeries, comme des canalisations qui vont permettre à l'eau de diffuser dans l'ensemble du sol et donc avoir un volume utile beaucoup plus performant dans ces filtres. Je reviens vers vous dans un instant, évidemment, on va continuer d'expliquer comment ça fonctionne. Patrick Cazon-Unabise vient d'annoncer un partenariat avec Sogedo, c'est le premier distributeur indépendant d'eau en France. De quoi il s'agit? C'est quoi l'objectif? En fait, Sogedo utilisait depuis plusieurs années déjà une technologie qui est la technologie Sigfox pour connecter ses compteurs à eau. Et donc, on a décidé ensemble de continuer et d'accélérer. Aujourd'hui, ils ont mis en place pas loin de 20 000 compteurs à eau chez un certain nombre de clients, notamment des collectivités locales, qui leur a permis, par exemple, sur 2022, d'économiser, en trouvant à peu près entre 500 et 1000 fuites d'eau, d'économiser 90 000 mètres cubes d'eau, ce qui correspond à 30 piscines olympiques, pour vous donner une idée. Donc, c'est de continuer à accélérer en rajoutant certains capteurs, comme par exemple la qualité de l'eau ou la pression de l'eau. Voilà, comme je le disais en introduction, on ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Donc, en digitalisant et en mettant des capteurs pertinents, on peut remonter de la data qui permet d'anticiper, d'économiser l'eau. Est-ce qu'on, j'imagine que oui, mais est-ce qu'on peut évaluer, est-ce qu'on évalue la quantité d'eau gaspillée comme ça à cause de fuites non détectées? Oui, il y a des chiffres qui circulent en France notamment. Je crois qu'il est acté de dire que sur tout le territoire national, il y a à peu près 20% de l'eau qui est perdue à travers des canalisations qui sont usées, qui sont mal maintenues, etc., etc. Donc la mise en place de compteurs connectés permet de détecter ces fuites. Mais est-ce que cette eau, elle retourne au sol? L'eau perdue? Oui, elle retourne au sol. Oui, d'accord. Mais là, ça permet donc de faire des économies aussi financières. Oui, c'est surtout des économies financières et puis une meilleure gestion de l'eau, plus virtuose, parce qu'effectivement, si c'est un distributeur d'eau, il s'occupe aussi, bien évidemment, de gérer l'assainissement de l'eau et de recycler cette eau. Donc, il y a quand même un process relativement vertueux pour conserver cette eau. Donc c'était important, c'est signé pour 10 ans, donc c'est un contrat assez important, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les entreprises, on en parle beaucoup actuellement, c'est d'actualité, ça va accélérer ce qui est déjà mis en place, mais il y a plein d'entreprises, notamment Sencrop dans le monde de l'agriculture, qui mettent en place ce type de capteurs pour aider les agriculteurs à mieux gérer notamment la partie pour arroser les terrains et savoir où il y a une sécheresse hydrique, où l'humidité, où sont les points de rosée. Et ça, c'est une meilleure gestion. Ça participe à une meilleure gestion de nos ressources. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé, je crois que c'était le 23 janvier dernier, une sorte d'éco-watt de l'eau. De quoi il s'agit et puis quel rôle vous pourriez jouer dans un cadre comme celui-là? Alors, je ne connais pas exactement l'éco-watt de l'eau que M. Béchu a annoncé. Je crois qu'il y avait un article encore ce matin sur Le Monde. Mais en tout cas, oui, Unabise participe déjà en mettant en place des points de mesure qui permettent de mieux gérer ça. C'est-à-dire que
d'avoir des informations et de remonter des datas sur le sol, sur les canalisations, sur ce type de ressources, nous permet de mieux gérer, de mieux anticiper et d'avoir une vision de planification des ressources qui est quand même plus pointue. Jusqu'à présent, en tout cas notre génération, on a vécu on faisait pas tellement attention à l'eau, à l'électricité. On arrive maintenant à une époque où il faut prendre soin de ces ressources, et pour prendre soin de ces ressources, il faut qu'on puisse les mesurer, récupérer cette data pour mieux les gérer. Magali Gérinot, vous parliez de preuve de concept tout à l'heure. Vous en êtes où de la mise en œuvre de cette solution, et peut-être aussi quels sont les freins au déploiement de votre innovation? Mais en fait, je dois dire que ce dispositif-là qu'on a sur le campus de l'université Paul Sabatier, c'est quelque chose qui a été financé dans le cadre d'un projet Interreg Sud-Ouest Transnet, qui vise à développer ce qu'on appelle des laboratoires ouverts pour l'innovation. Alors, dans le dispositif Néocampus, qui est un rassemblement de scientifiques de l'université de Toulouse 3, on essaye de rassembler des chercheurs de différentes disciplines pour faire avancer l'innovation, donc là, au service du recyclage de l'eau. Et dans ce projet Transnet, l'idée c'était de faire des living labs pour les différentes ressources, comme l'électricité par exemple, mais bon, concentrons-nous sur l'eau. Nous, on a des filtres qui fonctionnent déjà, on le sait, grâce aux plantes et aux micro-organismes. L'innovation que l'on essaye de montrer, c'est comment les invertébrés sous la forme de vers de terre vont permettre de filtrer plus rapidement, d'améliorer les performances de ces filtres, si bien qu'on va pouvoir avoir des systèmes plus compacts qui vont se loger plus facilement dans les quartiers, en zone urbaine, mais aussi sur le reste des territoires. En fait, le principal frein sur le déploiement de ces technologies vertes, c'est l'emprise au sol. Et donc, notre objectif, là, c'est vraiment d'améliorer encore les performances des filtres qui fonctionnent déjà, pour pouvoir réduire leur emprise au sol et faciliter leur déploiement. On est sur une démarche, en fait, de biomimétisme. On essaye de prendre ce qu'on a compris qui fonctionne dans le milieu naturel et de l'implanter dans ces systèmes pour en améliorer les performances. Merci beaucoup, merci Magali Gérinot, merci Patrick Cazon. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Julie Neuville, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes associée directrice marketing et impact de MaterUp, entreprise créée en 2018. Alors on est dans la deep tech, qu'est-ce que vous avez mis en point? C'est quoi votre innovation? Alors ce que nous avons mis au point, c'est un ciment local, décarboné, qui s'appuie sur une matière première qui est extrêmement abondante à l'échelle de la planète, l'argile crue. Alors c'est quoi l'argile crue? Alors l'argile crue, c'est une argile que nous ne chauffons pas, que nous ne calcinons pas, contrairement à la formule de ciment conventionnel tel qu'on le connaît depuis des dizaines d'années, sur laquelle on va s'appuyer. Cette ressource qui est abondante est disponible sur l'ensemble de la planète, l'ensemble des territoires, et avec de la technologie, on va transformer cette argile crue en local, en nanocomposite et en matériaux pour la construction à haute valeur environnementale. Oui. Et on voit bien, puisque c'est de l'argile, donc vous n'avez dit non calciné, la différence en termes
termes d'impact CO2 par rapport au ciment traditionnel. Oui. Alors, vous l'avez, j'imagine, modélisé, c'est quoi la différence? Oui, tout à fait. Alors, sur les performances, elles sont identiques. Parce que pour avoir un produit à impact, il faut qu'on puisse apporter le même service. C'est important sur les chantiers. Il faut pouvoir le vendre et l'utiliser sur les chantiers. Tout à fait. Par contre, son impact en termes de CO2 est divisé par 2 dès aujourd'hui. Donc le ciment que nous commercialisons, là, dans nos usines, divise par 2 la consommation, enfin les émissions carbone et la consommation énergétique. On n'utilise pas d'énergie fossile dans nos usines, on n'a pas de four, on n'utilise que de l'énergie électrique. Ça veut dire que ça peut remplacer le ciment sur tous les chantiers, dans toutes les utilisations habituelles du ciment? Tout à fait. Il est totalement substituable et utilisable dans les mêmes conditions. Ça veut dire que dans les usines de préfabrication, pour mouler des produits en béton, pour le couler sur des chantiers, on utilise les mêmes machines, les mêmes équipes, les mêmes camions, les mêmes procédés. On change juste la poudre, notre ciment, et on remplace le ciment conventionnel. Alors, on voit bien le gain en termes de CO2. Il y a aussi une autre logique, vous l'avez évoqué rapidement dans MaterUp, c'est le côté déploiement local et circulaire. Quel choix vous avez fait en la matière? Tout à fait. Donc, notre technologie, c'est une technologie deep tech, mais ça n'est pas suffisant. On souhaitait pouvoir avoir d'autres éléments qui permettent d'apporter du bon sens au projet et l'enraciner dans les territoires. On utilise la matière première d'un territoire. En l'occurrence, là, notre première usine pilote est dans les Landes. Donc, cette matière première que nous extrayons, qui est un déchet d'un industriel, va être utilisée, transformée sur place et va être ensuite mise en œuvre dans les chantiers sur place. On réduit entre l'extraction de la matière première jusqu'à la mise en œuvre du produit final les circuits. Et l'idée, ça va être de dupliquer ce modèle un peu partout en France ou ailleurs, c'est ça? Tout à fait. Donc pour pouvoir massifier et faire de l'impact carbone, parce que c'est notre ADN, c'est notre objectif, de pouvoir limiter le carbone et infléchir la courbe du climat, nous avons pour objectif d'ouvrir une vingtaine d'usines dans les prochains mois et années, en France, en Europe, avec ce même principe de boucle d'économie circulaire en circuit court sur les différents territoires. Et de garder ce principe d'usines résilientes et de recréer de l'emploi local non délocalisable. On est dans de l'innovation. Il y a eu combien de brevets déposés pour arriver aujourd'hui à cette première usine pilote? Alors, nous avons aujourd'hui plus d'une quarantaine de brevets qui protègent notre technologie et notre savoir-faire. Ces brevets sont étendus à l'international et c'est ce qui nous permet d'envisager un déploiement en France, en Europe, voire au-delà, puisque, comme je vous le disais, l'argile est abondante partout et on aura toujours besoin de construire des écoles, des places publiques et de rénover nos différentes constructions. Merci beaucoup d'être venu nous présenter MaterUp et on vous souhaite le meilleur dans votre développement. Merci Julie Neuville. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain, tout simplement. Salut.